Le processus le plus long et le plus pénible que j'ai connu dans ma pratique, c'est le meurtre. Il semblait y avoir presque 70 trous. Bonjour les amis, je m'appelle Boris Yavourski, je suis expert médico-légal. J'ai plus de 23 ans d'expérience, presque un quart de siècle. Un expert médico-légal est une personne ayant une formation médicale supérieure, donc oui, un médecin qui, après avoir terminé l'institut médical, reçoit une formation supplémentaire, une spécialisation supplémentaire, en effectuant un internat en médecine légale. Là où des connaissances médicales sont nécessaires pour les besoins de la jurisprudence, pour les besoins de la protection de la loi, c'est là que travaillent les experts médico-légaux. Nous recevons tous les cas qui se sont produits soit en dehors du domicile et des établissements hospitaliers, soit lorsqu'il s'agit d'une mort subite, d'une mort inattendue, d'une mort rapide, d'une mort suspectée d'être violente ou d'une mort qui soulève des questions auprès des forces de l'ordre. Nous nous trouvons actuellement dans la salle de dissection du bureau d'expertise médico-légale d'Odessa. On appelle cela la morgue judiciaire dans le langage courant. C'est ici que l'on examine les corps et que l'on détermine la cause du décès. Eh bien, voici devant nous l'ensemble d'outils principalement utilisés. Notre instrument le plus courant, on peut dire le symbole de notre profession, c'est le grand couteau de dissection, également appelé couteau d'amputation. Pratiquement toutes les incisions des tissus mous nécessaires lors de l'autopsie sont réalisées avec cet outil. Lorsqu'il était nécessaire de couper quelque chose de plus dense que les tissus mous, de la peau jusqu'aux côtes, on utilise ce couteau-ci, appelé couteau à côte. Une lame plus épaisse et plus robuste, un angle d'affûtage plus émoussé ou moins tranchant, ce qui permet de couper divers objets durs avec cet outil. Il ne s'émoussera pas, contrairement au grand couteau de section. Passons alors à la petite louche, aussi appelée la grande cuillère ou la louche. Au cours de la recherche, il faut très souvent, presque toujours, prélever des échantillons de liquide, de composants liquides. Nous prélevons toujours un échantillon de sang, nous analysons le sang pour l'alcool, si de l'urine est disponible, nous prélevons de l'urine pour détecter la présence d'alcool, parfois il faut analyser le sang pour déterminer le groupe sanguin, et ainsi de suite. Pour tous ces prélèvements, on utilise cette petite cuillère louche. En général, il s'agit d'une scie à lame, une scie égoïne, qui est utilisée pour scier les tissus osseux là où cela s'avère nécessaire. C'est toujours indispensable lors de l'examen de la cavité crânienne, afin d'accéder à la cavité et au cerveau. Et si nécessaire, cette même scie permet de découper certains fragments d'os qui devront être étudiés plus attentivement en laboratoire. L'appui-tête, c'est-à-dire lorsque le corps est placé sur la table de dissection. Pour faciliter le travail avec la cavité crânienne, on place sous la tête cet appui-tête en bois. C'est une petite pièce de bois avec une découpe semi-circulaire. La tête est surélevée et l'accès à la cavité crânienne devient plus pratique. La durée de l'autopsie dépend fortement de deux facteurs. La complexité du cas et bien sûr la compétence et l'expérience de la personne, du médecin légiste qui la réalise. Sans doute, à cet égard, le processus le plus long et le plus pénible que j'ai eu dans ma pratique était un meurtre. Et au début des années 2000, lorsque dans le bar Caravella, si je me souviens bien, sur le boulevard Français, il y a eu un règlement de compte de bandits et une table du petit restaurant a été criblée de balles d'armes automatiques. Pour ainsi dire, une banque concurrente avec un groupe criminel comme dans les films de Tarantino ou dans les vieux films de gangsters américains. Et dans ce corps que j'ai eu à examiner, il y avait presque 70 trous. Certains trous sont des entrées, d'autres des sorties, et d'autres les résultats de l'action des projectiles secondaires, c'est-à-dire des éclats, des éclisses, et ainsi de suite. Je suis entré dans la salle de dissection vers 10 h du matin et en suis sorti vers 10 h du soir. Lors de l'autopsie, le corps est d'abord décrit tel qu'il apparaît extérieurement. L'examen externe débute par une description précise de la taille, des vêtements, état, couleur, style, puis des lésions externes. Et ce n'est qu'après cela, en fait, que nous procédons à l'examen interne et étudions le contenu des cavités et tout ce qui est nécessaire selon la nature du cas. Chaque organe, au cours de cet examen, est d'abord décrit, pour ainsi dire, sur place. À quoi il ressemble, s'il est correctement formé, s'il est à sa place.
Après cela, il est extrait, ses dimensions sont mesurées, l'organe est pesé sur une balance, puis il est disséqué et on examine sa structure interne et des analyses, des échantillons sont prélevés pour des examens de laboratoire. Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, il y eut de nombreuses découvertes amusantes et intéressantes. Tout d'abord, il s'agissait bien sûr de drogue. À cette époque, il y avait une mode de cacher des choses dans l'anus, même de transporter une seringue à insuline déjà remplie dans l'anus, disons, comme une cachette secrète quelque part. Lors d'une fouille superficielle comme celle-ci, les agents des forces de l'ordre ne trouveront probablement rien. Ce dont je me souviens le plus, c'est probablement d'une histoire drôle et stupide qui s'est passée dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique. C'était il y a très longtemps, il y a presque 20 ans. Les étudiants ont découvert sur la pelouse, dans l'herbe, une glande mammaire coupée, un sein de femme. Et lors de l'examen de l'endroit où elle a été trouvée, nous avons découvert une sépulture dans laquelle il y avait plusieurs dizaines de seins, de divers degrés de fraîcheur, d'ancienneté, de taille et formes variées, etc. Cette situation, cette histoire a provoqué la panique chez toutes les forces de l'ordre. Parce que si quelque chose comme ça est découvert sur le territoire d'un hôpital psychiatrique, la première pensée, c'est qu'il s'agit d'un maniaque. Alors, ils ont commencé à réfléchir, ils ont compris que d'abord, nous n'avons pas autant de femmes portées disparues, et d'un autre côté, si toutes les poitrines sont ici, alors où est en fait tout le reste? Par la suite, il s'est avéré que c'était du biomatériau. À côté de l'hôpital psychiatrique d'Odessa se trouve un dispensaire oncologique où l'opération du sein est probablement l'une des interventions les plus courantes. Et à un moment donné, un membre du personnel médical, subalterne paresseux, a jugé approprié de simplement enterrer un sac de déchets chirurgicaux chez les voisins, de l'autre côté de la clôture. D'une certaine manière, cela a même ébranlé notre vision du monde. Est-il vraiment possible qu'une telle chose se produise dans notre ville ? Dieu merci, il s'est avéré que ce n'était pas possible. C'est un cas assez casuistique, unique, qui mérite bien sûr attention et étude. La pendaison ou l'étranglement par des éléments de la voiture s'est produit à la suite d'un accident. Le conducteur de la voiture, une vieille gigouli ordinaire, s'est arrêté et sorti de la voiture. C'était en hiver. Le conducteur a marché sur le sol, a glissé et est tombé, se cognant la nuque dans l'espace entre le montant du pare-brise et la vitre de la portière du conducteur, n'est-ce pas? Et c'est cela qui a causé sa mort. C'est cette compression des organes du cou entre ces parties de la voiture. Certaines personnes considèrent la pendaison avec une certaine légèreté. D'un côté, il y a des personnes démonstratives qui tentent de se pendre pour manipuler leurs proches et leurs familles. Il y a des personnes qui utilisent l'asphyxie comme partie de certains jeux érotiques. Parfois, ces cas provoquent une mort totalement inattendue pour les personnes concernées. Parce qu'une fois que la pendaison a eu lieu, c'est-à-dire lorsque la corde a serré le cou ou que le cou est comprimé, comme nous le voyons dans ce cas, par certains objets, d'abord, une personne perd la capacité d'effectuer des mouvements intentionnels et coordonnés. On ne peut se libérer d'une corde une fois la pendaison commencée, et cela s'avère maintenant être une mauvaise surprise et conduit à la mort de personnes qui, en général, n'avaient pas l'intention de mettre fin au processus de façon aussi radicale. En règle générale, lorsqu'il s'agit de médecine légale ou de médecins légistes, la plupart des gens ordinaires, des citoyens, associent cela uniquement à la mort, aux cadavres et aux autopsies. En réalité, ce n'est pas la principale part de notre travail. C'est-à-dire que si l'on parle du nombre d'expertises réalisées, des nerfs dépensés, du temps passé, etc., le travail avec les personnes vivantes arrive en première position, absolument en tête. C'est cette activité que les civils appellent habituellement constater les coups et blessures. Officiellement, cela s'appelle une expertise médico-légale des personnes vivantes. Parmi ce qui reste en mémoire, ça arrive parfois, avant tout, il s'agit de tentatives de falsification de blessures, de se dessiner des ecchymoses. Ça arrive aussi quand une personne a besoin de ses blessures corporelles pour exercer une certaine pression sur une autre personne qui, soi-disant, les lui aurait infligées.
C'est alors que les gens essaient de les falsifier d'une manière ou d'une autre. Parfois, ils essaient même de se faire une blessure corporelle sur place. Eh bien, par exemple, j'ai eu un cas très drôle lorsqu'une femme qui semblait être une victime de viol et sur le corps de laquelle il n'y avait aucun signe de viol, la nuit, au moment où les agents de police étaient distraits, elle m'a proposé d'avoir rapidement des rapports avec elle pour qu'elle ait justement ces fameux signes de manière fiable. Bien sûr, cette idée ne m'a pas paru attirante, oui, même s'il faut dire qu'une telle forme de pot de vin est assez unique. Je me suis abstenu d'exécuter ce plan astucieux. Vous vous rendez sur les lieux du crime? L'examen du corps sur le lieu de découverte est le cas le plus courant. En plus, il peut aussi y avoir des exhumations, reconstitutions, expériences d'enquête ou reconstitution de la scène et des circonstances. Bien sûr, les délais entre le décès et l'autopsie peuvent varier considérablement. Les plus longs sont généralement les fouilles archéologiques. Odessa, dans ce sens, n'a peut-être pas été impliquée à la même échelle que la Biélorussie, mais elle a aussi beaucoup combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et assez souvent, on découvre chez nous des restes osseux, des fragments datant encore de cette époque, parfois même d'avant. Les restes de ceux qui sont morts pendant l'Holocauste, oui, des victimes, parfois des restes plus anciens, issus des pogroms juifs, oui, ces restes sont extraits et envoyés chez nous. Et notre tâche dans ce cas est au minimum de déterminer à quelle époque ils appartiennent, à quelle partie du XXe siècle, oui, pour au moins écarter l'hypothèse qu'il s'agit d'un crime récent, que ce n'est pas un meurtre criminel datant de 10 ou 5 ans, mais qu'il s'est vraiment écoulé un siècle ou un demi-siècle. Si l'on ne parle pas de corps enterrés, mais de corps exposés, se trouvant à l'air libre, alors, personnellement, mon cas le plus ancien dans ce domaine remonte à environ 6 mois. Quand les voisins ont remarqué que leur voisine, une vieille dame, ne sortait plus acheter du pain depuis environ 6 mois, ils ont alors signalé la situation. Là encore, à l'époque, on a appelé la milice, puis un groupe s'est réuni, l'enquêteur, les agents, l'expert, les témoins, un serrurier du service de logement, et ils ont commencé à forcer la porte de l'appartement de cette femme âgée. On avait l'impression d'ouvrir la porte d'un sauna. De là s'est dégagée une chaleur étouffante, une vague de chaleur intense. Et quand nous avons traversé cette vague de chaleur étouffante, nous avons découvert la cuisine à laquelle menait la porte d'entrée, le corps de la propriétaire de l'appartement allongé sur le sol et la cuisinière à gaz allumée. Une petite flamme brûlait sur ce brûleur, et sur cette flamme, il restait les débris d'une bouilloire. En fait, il ne restait de la bouilloire qu'un anneau avec un fond brûlé, la partie inférieure, ainsi que le bec et la poignée de la bouilloire qui traînaient séparément. Il faut aussi remercier le destin. Ce semestre, le gaz n'a jamais été coupé. Oui, car si la flamme s'était éteinte et que le gaz avait continué à couler, cela aurait pu être une tragédie. Cette maison aurait pu exploser, pas seulement brûler. Le cadavre, en réalité, n'avait même plus l'air effrayant à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'en 6 mois pendant lesquels le corps est resté dans la chaleur sèche, il s'est complètement momifié et le cadavre ressemblait à ce qu'on imagine d'une momie. Tous les tissus mous étaient totalement desséchés, secs et rigides, si bien qu'on pouvait soulever le corps d'une main sans presque sentir son poids. Toute l'eau du corps s'est évaporée. Bon, il ne restait que ces restes secs et rigides. Eh bien, en plus, en général, on ne s'ennuie jamais. Il y a beaucoup d'histoires intéressantes, beaucoup de gens fascinants, le sentiment d'être constamment sollicité et aussi la possibilité de taquiner parfois les autres avec des récits d'épisodes amusants, oui. Certains sont choqués par cela, enfin il y a des situations amusantes. Il y a eu un petit incident drôle lié à un malentendu. Je me souviens d'une fois où l'un des médecins examinait un corps présentant des blessures par balle. À côté, quelques laborantins et agents d'enregistrement médical discutaient du fait qu'il y avait plusieurs jours de congé à venir, 2 jours de congé, 3 jours de congé. Le docteur n'a entendu qu'une partie de la conversation et s'est inquiété. Pourquoi y a-t-il 3 jours d'entrée alors qu'il n'y a que 2 jours de congé? Quels sont les inconvénients de notre travail? Malheureusement, les enfants aussi se retrouvent parfois victimes de crimes et
il arrive parfois qu'il y ait des meurtres pour des raisons très diverses et aussi des cas d'abandon, c'est-à-dire des meurtres passifs. De tels accidents malheureux arrivent aussi. Il s'agit soit d'une chute de hauteur, par exemple quand un enfant tombe par la fenêtre, soit d'un enfant qui renverse sur lui-même un liquide chaud, comme une casserole d'eau bouillante. Et pour moi, c'est probablement la situation la plus désagréable émotionnellement, oui, dans ce travail. Êtes-vous devenu plus cynique ? Non, pas plus cynique, mais sans doute plus froid, moins émotionnel, plus désagréable parfois, mais avec une réflexion presque philosophique sur la situation. Être médecin légiste, c'est intéressant.